Cécile, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le maire d'Avignon. C'est la deuxième année consécutive où l'Écho du Mardi vous accompagne pour présenter vos vœux au monde économique. Nous sommes accompagnés de Cyril Bénet, donc, qui est conseiller municipal délégué à l'animation économique et commerciale, et monsieur Claude Tuminot, adjoint au maire délégué au développement économique, commercial et agricole. Alors, tout d'abord, Cécile, avant de commencer ces vœux au monde économique, sur les thèmes que vous voulez nous présenter, pourquoi avoir choisi le lieu d'Innovalliance pour la présentation de ces vœux 2022 ? D'une part parce que Innovalliance est situé au cœur d'Agroparc, qui est quand même l'un des technopoles de la ville d'Avignon, et donc l'une des zones d'activité un peu emblématiques de notre territoire et plus globalement de l'ensemble de l'agglomération. Et c'est un lieu qui est symbolique à la fois, je pense, de très belles aventures économiques, puisqu'on n'est pas loin par exemple de Naturex, mais qui allie aussi le côté innovation, et c'est ce que porte d'ailleurs le pôle de compétitivité Innovalliance, notamment au travers de son président, Monsieur Faure, qui précédemment présidait le pôle de compétitivité Terralia, puisqu'Innovalliance, en fait, c'est l'association de deux pôles de compétitivité autour des enjeux, on va dire, de la naturalité, c'est-à-dire de la transformation de produits issus de la nature ou de produits issus de l'agroalimentaire. Et je pense que voilà, c'est une fierté que d'avoir conservé sur le site d'Avignon la localisation de ce pôle de compétitivité. Aujourd'hui, le pôle Innovalliance, c'est plus de 400 entreprises à l'échelle France, et notamment des entreprises qui sont situées à la fois évidemment dans la région Sud-PACA, mais aussi toute la région Occitanie et la région Rhône-Alpes. Et avec la caractéristique de ces pôles de compétitivité, c'est vraiment d'avoir un écosystème, puisque pourquoi aussi je pense qu'Avignon a réussi à garder ce siège, c'est parce qu'on a aussi l'université, et notamment le site d'AgroSciences qui est aussi situé sur Agroparc, et l'INRAE qui est un institut de recherche qui fait référence notamment dans le domaine de la naturalité et de l'agroalimentaire. Alors, pour les anciens que nous sommes, le pôle Innovalliance, c'est aussi le pôle européen d'innovation fruits et légumes, PUIFL, qui est son nom d'origine, mais qui a changé de nom effectivement depuis quelques années. Justement, pour revenir un petit peu à l'actualité qui est liée à la crise sanitaire qu'on a connue, comment la ville d'Avignon s'est positionnée, comment elle est venue aider les entreprises, comment elle est intervenue au niveau du développement économique sur ces 2 dernières années ? On a beaucoup dit effectivement que cette crise sanitaire, elle se traduisait aussi par une crise économique et sociale à l'échelle France. Et donc le territoire du Grand Avignon et de la ville d'Avignon a évidemment également été touché. Et donc nous, on a souhaité en même temps rester unis, rester debout. Et ça s'est concrétisé par différentes mesures. D'une part, la ville, elle a continué de beaucoup investir. Notamment là, on a voté en décembre dernier le budget 2022 de la ville d'Avignon. C'est 45 millions d'euros qui vont être investis, et comme je le dis toujours, 45 millions d'euros à la fois pour rendre notre ville plus forte, notamment par la modernisation de certains équipements ou de certains lieux publics, et donc pour travailler sur son attractivité, et ça je pense que c'est essentiel, mais aussi ces 45 millions d'euros, quelque part c'est des travaux, donc c'est des projets qui concernent toutes les industries du BTP, et on sait que ces entreprises sont nombreuses aussi à l'échelle territoriale, et donc pour moi c'est une manière aussi indirecte de soutenir à la relance en fait de l'activité économique. On a des beaux projets comme la construction d'une nouvelle école avec l'école Joly-Jean, 14 millions d'euros. On a la rénovation de la bibliothèque Jean-Louis Barrault, là aussi qui est avec des travaux qui sont en cours, près de 8 millions d'euros. Et donc à chaque fois, voilà, et pour regarder les marchés qui sont signés par la ville, je vois que ça profite préférentiellement à des entreprises de notre territoire pris dans un sens large. Et en ce sens, je pense que c'est un moyen très, très important et très ambitieux de soutenir justement le tissu économique local. Et puis à côté de ça, on dispose aussi d'outils publics de développement économique. Je pourrais citer le marché d'intérêt national, je pourrais citer aussi les halles. On a aussi quelques locaux municipaux dans lesquels nous hébergeons des acteurs économiques, notamment des commerçants ou des artisans. Et quand on a un outil public,
on peut tendre plus facilement la main à ces acteurs, et notamment quand ils se sont retournés vers nous. Certains étaient durement touchés, je pense à tous ceux qui œuvrent dans l'événementiel, je pense aussi à tous ceux qui ont œuvré dans le domaine des traiteurs, par exemple, et de la restauration. Eh bien, nous, on a été là, évidemment, en partage avec Claude et Cyril qui m'accompagnent sur ces enjeux-là au sein de l'équipe, et ça nous a semblé normal d'envoyer comme signe des gratuités de loyer, par exemple, pour permettre à tous ces acteurs économiques de pouvoir traverser en fait cette situation qui était un peu délicate pour eux. D'accord, parce que les investissements, on est plutôt sur des équipements structurants pour la ville. Là, vous évoquez effectivement des actions qui ont été des actions plus concrètes, notamment sur le commerce, qui est manifestement une des volontés de développement sur l'année à venir, ou des actions qui ont déjà été faites. Est-ce que vous avez déjà un bilan de ce qui a pu être mis en place? Il y a eu différentes actions, et je sais qu'il y a d'autres projets qui sont dans les tuyaux, justement pour se doter de ces outils qui permettent le développement économique du commerce. Sur le commerce, mais là je vais laisser effectivement Cyril et Claude rebondir, mais ce qu'on constate en tout cas, notamment pour notre commerce de centre-ville, et Dieu sait que les commerces qui sont présents dans les quartiers d'Avignon sont également importants, mais en fait sur le commerce de centre-ville, il pouvait y avoir un vrai risque par rapport à cette période un peu compliquée, y compris parce que je le dis aussi, Avignon c'est une ville touristique. Donc elle a aussi été impactée de ce point de vue-là par cette crise. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur le secteur du tourisme. Et le fait c'est que si on fait le bilan des créations, fermetures de commerce, notamment dans le centre-ville, on reste sur un bilan positif, ce qui n'était pas forcément évident. Et je pense que si on a ce bilan positif, c'est parce qu'il y a eu toute une série d'actions qui ont été conduites en proximité et en partage avec les acteurs du commerce, notamment via leurs associations et la fédération. Et là, je vais laisser Claude et puis Cyril vous parler justement de ces différentes actions qu'on a mis en œuvre très très vite en fait après cette crise. Simplement pour rebondir sur ce que dit Madame le maire, au niveau des commerces, effectivement malheureusement il y a des commerces qui ont fermé, mais aujourd'hui on a quand même fait un petit bilan de l'année, on est presque fini ce bilan de l'année 2021. Pour une fermeture on a 1,8 ouvertures. Donc c'est qui quand même, on reste sur ce qu'on avait en 2019, 2020, donc on reste positif en création de commerce. Peut-être Cyril, tu peux parler de ce qu'on a mis en place autour du printemps et de l'automne gagnant, parce que ça aussi c'est des actions qui sont essentielles à la relance en fait et au retour, on va dire, des habitants du Grand Avignon vers les commerces du centre-ville. Absolument, c'est vrai que l'attractivité que Madame le maire a su mettre en place à travers justement certains aménagements de places, de rues, etc., notamment dans le centre-ville, ça a aussi amené qualitativement, comme le disait Claude tout à l'heure, des commerces. Et c'est vrai que ces deux opérations qui ont une grande transversalité, c'est-à-dire l'opération gagnant chez les commerçants, que ce soit l'automne ou le printemps, en volumétrie, ont amené entre 100 et 200 000 personnes. Alors, il faut bien signaler que c'est Avignon centre-ville, Avignon extramuros, Montfavet et Agroparc. Donc il faut savoir que c'est des zones géographiques pour lesquelles aucune opération de commerce n'avait jamais été faite. Donc il y a eu vraiment de la part de tous ces commerçants-là déjà un réel merci de s'occuper d'eux en temps réel, surtout par rapport à la crise. Ça leur a amené énormément de gens, mais énormément de transversalité, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait certains commerces n'étaient pas connus. Alors Madame le maire a souhaité que pour la deuxième opération on mette en avant la culture et le sport sur la deuxième opération d'octobre, sur les commerces gagnants d'octobre, et sur celle du printemps, c'était plus des choses pour les adolescents. On a essayé d'amener plusieurs campagnes. La troisième campagne sera peut-être placée sous le signe de la restauration. Il faudra voir, mais en tout cas, Madame le maire, dans toutes ces opérations-là, a voulu être très proche de la population, et c'est vrai que faire une opération à 400 000 tickets plus une opération à 200 000 tickets derrière, c'est des opérations qu'on nous redemande au quotidien, et la réussite vraiment est totale. Et justement, ce type d'opération, là on a bien compris que c'était pour soutenir l'activité en période de crise sanitaire. Est-ce qu'elles sont amenées à être reconduites à l'avenir, même si on l'espère, ça reprend un jour quand même? Je laisse parler Madame le maire, je l'espère, les commerçants l'espèrent aussi. Non, mais on a décidé évidemment, parce que comme le dit Cyril, on voit bien ce qu'apportent en fait ces opérations en termes de soutien à ce commerce de proximité, ce que ça apporte aussi sur la fidélisation en fait de la clientèle
clientèle, et notamment, je le redis, de redonner du plaisir en fait aux gens de venir dans notre centre historique, à la fois pour profiter de son caractère exceptionnel quand même en termes patrimonial, mais aussi de passer un bon moment, de faire ses achats, d'aller au restaurant ou dans un café, partager là encore des moments privilégiés avec des amis. Et donc on a décidé effectivement que ces opérations du printemps et de l'automne gagnant allaient dorénavant rythmer, si je puis m'exprimer comme ça, le calendrier commercial et d'animation commerciale. Sachant, je le rappelle, qu'il y a aussi des braderies qui sont portées, elles, par la Fédération des commerçants et par les associations de commerçants du centre-ville, et qui, elles, se situent aussi au printemps et à l'automne. Donc là, on est dans une complémentarité, c'est-à-dire quand les braderies sont proposées pour l'une en septembre et pour l'autre plutôt sur le mois d'avril, ben nous, on viendra dans le prolongement, c'est-à-dire en octobre et à cheval sur novembre, et en mai et à cheval sur juin. Et donc ça, pour moi, c'est important. Enfin, avec Claude et Cyril, on échange beaucoup pour voir comment tout au long de l'année, on peut proposer comme ça des animations qui vont créer une attractivité en fait pour ces commerçants. Il y a les marchés aussi qui font partie de ce genre d'animation que vous souhaitez aussi développer. Oui, il y a déjà sur Avignon, on a une dizaine de marchés qui sont aussi bien des marchés hebdomadaires dans les quartiers et dans le centre-ville depuis le mois de mai. Si je ne me pas, comme on a tellement reculé malheureusement la date, c'est au mois de mai, et les marchés des producteurs qui eux ont lieu aux allées de Loul et à Montfavet. Voilà, et effectivement, aujourd'hui le but c'est de pérenniser le marché du centre-ville. Bon, il a un petit creux de vague actuellement parce que on est en plein hiver, en plus cette fois-ci il fait froid et ils s'en plaignent les gens, et donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est un marché qui va effectivement dès le mois de mars repartir avec entre 60 et 70 exposants. Actuellement il y en a 37. Ces marchés, ils ont une vraie importance, que ce soit les marchés hebdomadaires qui ont lieu effectivement dans les quartiers. Et je pense que notamment quand on a été dans ces phases de confinement où certains commerces étaient fermés, et notamment sur le premier confinement où on n'avait pas l'autorisation de maintenir les marchés, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'Avignonnais et d'Avignonnaises qui allaient faire leurs courses au quotidien sur les marchés, et que les forains avaient une importance du coup dans notre attractivité économique. Donc on souhaite vraiment renforcer la présence de ces marchés dans nos différents quartiers. Le marché du centre-ville, comme l'a dit Claude, il a aussi une dimension d'attractivité touristique. Un touriste, quand il vient dans une ville de Provence, il cherche un marché de Provence. Et c'était manquant sur Avignon, Et donc c'est pour ça, en plus dans un quartier qu'on a complètement rénové, rue Carreterie, rue Carnot, place des Carmes, ce quartier qui a été longtemps laissé à l'abandon, il faut le dire aussi, alors que c'est un vrai quartier plein de charme. L'idée, c'est par ce marché du samedi matin d'y ramener là aussi à la fois de l'attractivité et de la dynamique. Et puis juste sur les marchés des producteurs, je fais le lien avec l'agriculture, qui est aussi un secteur présent sur le territoire de la ville d'Avignon, sur lequel on a une vraie politique volontariste de soutien à nos agriculteurs et à l'installation de jeunes agriculteurs. On est en contact en plus très régulier avec la nouvelle présidente aussi de la Chambre d'agriculture, avec laquelle j'échange beaucoup, qui est très motrice et qui prend plaisir à voir des communes, même quand elles ont plutôt une dimension urbaine comme c'est le cas d'Avignon, à prendre à bras le corps cette problématique de la présence des agriculteurs au sein de nos territoires. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il y avait plus d'ouverture que de fermeture. Est-ce que vous avez un profil portrait robot des nouveaux commerces qui s'ouvrent? Est-ce qu'il y a une mutation? Est-ce qu'il y a un changement de destination des lieux commerciaux qui s'orientent, alors notamment sur les quartiers qui ont été redynamisés parce que entièrement réaménagés, ou est-ce que c'est des commerces traditionnels qu'on a l'habitude de voir? C'est du commerce traditionnel, et c'est du commerce comme rue de la République. Vous avez peut-être vu l'ouverture de Normal qui a ouvert il n'y a pas longtemps, c'était en octobre. Donc il n'y a pas vraiment un vrai profil. Il y a vraiment des gens qui ont envie de venir. C'est-à-dire que au niveau du service commerce, les services reçoivent de plus en plus d'appels de gens qui veulent venir sur Avignon. Donc moi j'en suis très content, parce que je pense que c'est normal avec tout ce qui a été fait, les requalifications des rues. Je vois que le bas de la rue Carreterie, il y a déjà, dans la dernière partie qui a été requalifiée, il y a déjà 2 commerces qui ont ouvert.
et des commerces traditionnels, vraiment. C'est du vêtement, c'est pas automatiquement des épiceries, des choses comme ça. Donc vraiment, on peut être que satisfait. Il n'y a pas un vrai profil. Le plus dur aujourd'hui, c'est les gros... Je suis peut-être hors sujet, mais le plus dur, c'est malheureusement quand on a un local qui fait 200 ou 400 mètres carrés, c'est le rêve des bailleurs, quoi. Je veux dire, il y en a certains qui seraient loués depuis longtemps si les bailleurs étaient des gens raisonnables, mais ça se saurait si c'était comme ça. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vient de dire Claude, c'est aussi l'un des projets là, qui nous tient à cœur et qu'on espère pouvoir concrétiser en 2022. C'est la création de ce qu'on appelle une foncière du commerce. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué l'année dernière, Laurent. Les outils justement de développement commercial. C'est ça. Et c'est vrai que sur l'année dernière, elle était en préfiguration, c'est-à-dire on se fait accompagner parce que créer une foncière du commerce, ça nécessite d'avoir une bonne connaissance justement de son tissu commercial, des enjeux qui s'y posent. Et là, on a privilégié certains axes, que ce soit en intra comme en extramuros. Il faut aussi évaluer la mise nécessaire, entre guillemets, c'est-à-dire l'argent public qu'il va falloir insuffler pour... c'est quoi le but d'une foncière du commerce ? C'est justement d'acheter des locaux, en fait, commerciaux, éventuellement d'y faire quelques travaux, si on estime, parce que par exemple, il n'y a pas de locaux techniques ou il n'y a pas de petites réserves pour mettre les livraisons, etc., etc. Éventuellement aussi, ça peut être de recalibrer ces locaux. Si c'est deux cellules commerciales qui sont petites, on peut très bien en constituer une un peu plus grande. Et du coup, après, c'est de remettre sur le marché, mais avec des prix de loyer qui sont abordables et qui correspondent à la réalité aujourd'hui du marché du commerce sur Avignon, et de lancer un appel à projet. Donc ça permet aussi de réintroduire de la diversité commerciale, quand dans certains quartiers ou sur certains, sur certaines rues, on a envie de réintroduire de la diversité du commerce. Donc en général, c'est des outils qui sont très efficaces. Il y a pas mal de territoires qui sont en train d'essayer de s'en doter. Moi, j'espère vraiment que dans la deuxième moitié, je suis en train de réfléchir, dans la deuxième moitié de 2022, on puisse concrétiser la mise en place de cette foncière du commerce à l'échelle de la ville d'Avignon. Alors, c'est des outils qui sont destinés uniquement à l'animation commerciale, ou est-ce que c'est des outils qui vous permettent aussi de reconquérir les étages qui sont au-dessus des commerces, qui sont des lieux d'habitation souvent abandonnés, puisque le commerce a pris toute la place en bas? Puis surtout, il y a encore beaucoup de commerces sur la République, mettons, qui n'ont pas d'entrée pour aller dans leurs appartements. Donc il y a des commerces, des logements fermés, parce que tu dois obligatoirement passer par le magasin. Alors sachant que cet enjeu-là, effectivement, qui lie commerce et logement, notamment dans le centre-ville, on y était déjà un peu dessus à travers une concession d'aménagement qui est confiée à un aménageur depuis plusieurs années, qui est Citadis. Et donc, sauf que moi, le constat que j'ai fait, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait une intervention qui était ponctuelle et pas forcément stratégique et volontariste. Là, l'idée de la foncière du commerce, notamment sur les enjeux des rez-de-chaussée commerciaux, c'est de vraiment passer un seuil et d'être beaucoup plus proactif, volontariste et ambitieux, à la limite que peut-être on l'était jusqu'alors. Voilà, c'est un peu ça la différence. Mais ça n'empêche pas, et nous de toute façon, et pourquoi moi j'ai voulu me doter aussi de cet équipement-là, c'est que par exemple sur des linéaires comme Carretterie Carnot qui ont été évoqués tout à l'heure et sur lesquels on porte ce projet de requalification, moi je trouvais que l'idée c'est pas simplement de requalifier la rue, même si c'est déjà important, c'est aussi effectivement de se poser la question à ce qui est de part et d'autre de la rue, que ça soit en rez-de-chaussée ou que ça soit dans les étages. Et donc au plus, en fait, on aborde globalement les enjeux d'un centre-ville pour remettre des logements vacants sur le marché, pour remettre des locaux commerciaux fermés depuis de nombreuses années en accueil de nouveaux commerçants, comme l'évoquaient tout à l'heure Claude et Cyril, et pour surtout redonner plaisir aux habitants, aux visiteurs de pouvoir cheminer le long de ces parcours. C'est là où on réinsuffle en fait une dynamique et un cercle vertueux pour nos quartiers. Parce que des logements au-dessus des commerces, c'est aussi potentiel client pour les commerces qui sont en dessous, j'imagine. Alors justement, parmi ces stratégies à mettre en place, vous avez évoqué tout à l'heure aussi le tourisme. La ville a lancé une réflexion sur une nouvelle stratégie touristique. On en est où? Alors elle a lancé au moment où est-ce qu'on était pas reconfiné, mais c'était encore compliqué de se réunir. Donc on en est à quel stade à ce jour? Donc c'est vrai qu'on a voulu insuffler fin 2021 en fait ces assises du tourisme durable. Comme je disais tout à l'heure, en fait Avignon
comme beaucoup de villes françaises qui ont un tourisme plutôt urbain, et plutôt à dimension patrimoniale et culturelle, et y compris avec une vraie fréquentation internationale, a pris de plein fouet quand même les conséquences de la crise sanitaire dans le domaine du tourisme. Et notamment, nous, même si 2020-2021, heureusement, on a nos monuments emblématiques que sont le Palais des Papes et le Pont d'Avignon, le fait est que notre clientèle internationale, on ne l'a pas retrouvée pour l'instant. Et on voit bien que le retour, il va être progressif. Et donc il y a eu quand même une réflexion qui a été impulsée dans beaucoup de territoires qui sont comparables aux nôtres pour c'est quoi le tourisme de demain finalement par rapport à cette crise, par rapport aussi aux enjeux d'une autre crise qui est la crise climatique. Comment on réinvente finalement notre tourisme, même quand on est des villes qui ont a priori des atouts qui sont indéniables. Je rappelle qu'on est parmi les quelques villes françaises, elles ne sont pas nombreuses, à être inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc les assises de tourisme, elles s'inscrivent dans cette démarche-là, d'abord de réflexion. Quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses, comment on essaye d'inventer tous ensemble, parce que l'idée c'est bien d'être dans cette démarche partenariale et donc d'être avec les acteurs du tourisme, ceux qui sont en première ligne dans ce secteur d'activité-là, pour redire tous ensemble que nous on considère que le tourisme c'est l'un de nos secteurs d'activité clés, ça l'a toujours été, ça doit le rester, mais ça doit nous amener peut-être à développer des nouvelles actions, à peut-être agir différemment de ce qu'on a fait par le passé. Je pense qu'il faut sortir de la logique où, parce qu'on a le Pont d'Avignon et le Palais des Papes, ça va suffire à faire venir des touristes. C'est pas ça. Justement, c'est pour ça que cette stratégie, vous la voulez très participative, en essayant d'inciter les acteurs du monde du tourisme, qui sont assez larges, puisqu'effectivement, ils recoupent largement ceux du commerce aussi, à participer à l'élaboration de ce plan stratégique. Donc là, effectivement, on a lancé la démarche, donc c'était en octobre ou novembre dernier. Ensuite, il y a eu 3 séries d'ateliers qui ont été conduits, et là qui étaient très participatifs pour le coup, parce qu'on a été accompagné sur cet enjeu-là par l'agence d'urbanisme du bassin de vie d'Avignon. Et là, du coup, le 1er février, donc dans quelques jours, on va proposer une synthèse restitution. Voilà ce qui a été produit, voilà les idées qui ont été mises sur la table. Et ensuite, avec les élus, on débattra de ces enjeux-là lors d'un conseil municipal qui sera organisé fin avril. Et c'est là où, du coup, sera rendue publique la stratégie que la ville d'Avignon souhaite se donner à horizon 2030 pour imaginer un tourisme durable pour notre ville et pour les années qui viennent. Vous évoquiez tout à l'heure une vision stratégique sur le tourisme, sur le commerce. Est-ce que c'est pas ce qui fait défaut à Avignon depuis de nombreuses décennies, qui est une vision de, vous l'avez dit, on a le pont et ça suffit, que ce soit en termes de mobilité, d'infrastructures, de dynamisme économique. Est-ce que c'est pas ce qui a manqué pendant 40 ou 50 ans sur Avignon ? Je pense qu'il n'y a pas eu un vrai projet pour le commerce, parce que le commerce, ça marchait bien. Puis dès qu'on est rentré un petit peu dans du dur, on s'est aperçu effectivement qu'il n'y avait rien pour le soutenir, pour l'aider. Et je prends simplement un exemple, la preuve que la ville veut être un facilitateur pour le commerce, puisque Madame le maire a pris la décision qu'on ouvre un office du commerce et de l'artisanat au cœur de ville, dans la rue Carretterie, où là les gens vont trouver, que ce soit les commerçants, les artisans, vont trouver un guichet unique, où il y aura des permanences, je l'espère, de la CCI, des permanences de l'urbanisme, des choses comme ça, pour que vraiment il y ait une vraie présence et qu'on facilite à quelqu'un qui a vu des commerces fermés, on puisse le renseigner, lui dire les démarches à suivre, qu'il n'ait pas à nous chercher. Voilà, et donc ça c'est encore une preuve qu'on attache beaucoup d'importance à pérenniser le commerce et à l'aider. On avait trop d'atouts avant, c'était ça peut-être ? On était enfants gâtés parfois ? Non, je dirais pas qu'on était enfants gâtés, mais j'ai l'impression que le commerçant, et c'était très bien pour eux, j'en suis content. Je ne parlais pas que du commerce, en règle générale. Voilà. Je trouve que on a passé de belles années quand même, où c'était beaucoup plus facile. Il y avait moins de concurrence, il y avait vraiment, chacun était dans sa catégorie de métier. Maintenant on se disperse, on a des... Voilà, donc je trouve que c'était important de recréer les centres-villes, parce qu'on parle d'Avignon, parce que c'est vrai que c'est Avignon moi, qui me tient à cœur, mais c'est partout pareil, il y a le même problème un peu partout, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quelqu'un à la tête de la ville qui a une vraie volonté pour que ce commerce devienne pérenne et y arrive.
Oui. Et puis en plus, il faut savoir que sur le petit commerce, sur le commerce de proximité, il y a un vrai potentiel et il y a des vraies locomotives. Et en fait, c'est vrai qu'on l'a vu, et Madame le maire, à travers les opérations qu'on a menées, le service commerce et communication de la ville ont réalisé des petits films justement sur ces commerçants. Et là, on a pu voir justement l'artisanat, on a pu voir des gens qui étaient dans des niches, etc., qu'on ne trouve que dans des villes, que dans des cœurs de ville, qu'en extramuros, sur Montfavet, sur Agroparc. Et toute cette richesse-là, ben, c'est vrai que dans la stratégie, elle fait aussi partie, avec une campagne justement aussi sur les réseaux sociaux, et Madame le maire s'est vraiment attelée à ce que justement on fasse des films là-dessus. C'est vrai que la crise sanitaire nous a empêché vraiment d'attaquer cette partie-là, mais ça fait partie de la stratégie de mettre en avant numériquement tous ces commerces et toutes ces compétences et toutes les richesses de les faire ressortir. Moi, je crois qu'il faut qu'on dise surtout, c'est que nous avons la chance à Avignon, et Cyril, tu le vois tous les jours, on le voit, de vrais petits commerçants. Et le mot petit n'est pas péjoratif dans ma bouche, bien au contraire. Absolument. Des vrais professionnels, de vrais petits commerçants à l'écoute de leur clientèle et à taille humaine. Un de nos atouts, je pense, sur ce territoire aussi, et ça vient d'être évoqué par Claude et par Cyril, c'est la proximité de tous les acteurs. Là, ils l'ont évoqué pour le commerce, mais ça vaut pour moi à l'échelle économique, quoi. On évoquait tout à l'heure la fabuleuse aventure d'Innovalliance. Et je pense que si Innovalliance est resté sur Avignon, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que on a ce qu'on appelle un écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a en fait tout un tas d'acteurs qui sont à la fois sur le champ de la recherche, sur le champ de l'innovation, sur le champ de la production et après de l'entrepreneuriat, qui sont sur un même territoire et qui se connaissent tous. En fait, c'est ce que j'appelle toujours les villes à taille humaine, mais c'est ça, être une ville à taille humaine. C'est notre proximité qui est notre... et le fait qu'on se connaisse tous, qui est notre plus grande force, en fait. Et notamment, une grande force par rapport à des territoires que moi j'appelle XXL, de type métropolitain, qui ont d'autres atouts. Mais voilà, ne soyons pas recroquevillés en disant « mais on n'y arrivera jamais, tatati, tatata ». Mais si, on y arrivera, parce qu'on a nos propres atouts, et parmi nos atouts, il y a cette force humaine et collective. Et je pense aussi que finalement, on voit bien qu'à la sortie de cette crise sanitaire, les territoires qui vont pouvoir jouer un rôle, notamment à l'échelle nationale, c'est aussi justement ces territoires qui offrent à la fois une qualité de vie, mais qui osent aussi. Et je crois que si j'avais envie de résumer un peu mon propos, je dirais qu'il faut qu'on ose. Ouais. Et il faut qu'on soit fier de ce qu'on est. Il ne faut pas essayer d'aller d'aller jouer dans une catégorie qui n'est pas la nôtre. On n'est pas une grande ville. On est une ville à taille humaine, mais c'est notre plus grande force aujourd'hui. Parce qu'après, notre ville, elle est, comme je disais tout à l'heure, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est au cœur d'une accessibilité qui est quand même forte au débouché de la vallée du Rhône et en interface entre la région Sud-PACA et la région Occitanie. Et surtout, voilà, on a des hommes et des femmes qui croient en notre territoire. Monsieur Faure, Naturex, Claranor, enfin je pourrais citer plein d'autres exemples d'entrepreneurs qui sont présents. Je pourrais citer aussi ceux qui sont présents sur le Mine, par exemple, qui est un beau territoire avec un bel outil, avec une nouvelle directrice qui arrive, qui a plein d'idées. Et ça, c'est notre force vive et c'est notre meilleur atout face à cette crise. Et dans cet esprit justement de qualité de vie à promouvoir, dans le cadre du Mine, justement, il y a aussi des projets en termes de logistique du dernier kilomètre pour justement favoriser la qualité de vie de toute façon des habitants par rapport à ce que vous évoquiez aussi qui est il y a 2 ans et demi c'était pas gagné, hein, les métropoles c'était plutôt le modèle qui était mis en avant. Aujourd'hui effectivement c'est plutôt les villes à taille humaine. Comment on construit ce processus là sur la durée pour que que ce soit aux mines, que ce soit avec les commerces, qu'on défende cette qualité de vie pour accueillir de nouveaux habitants? Je pense qu'il faut se mettre en situation d'accompagner tous ceux et celles qui croient en ce territoire. Et moi, je pense qu'on a un rôle de facilitateur à l'émergence du projet et surtout à la concrétisation et à la réalisation du projet. Quand Claude tout à l'heure évoque ce projet qu'on a de créer un office du commerce ou une maison du commerce, on ne sait pas trop encore comment on va l'appeler, mais l'idée c'est un guichet unique. Voilà, c'est-à-dire moi je suis commerçant, moi je suis artisan, je me pose un certain nombre de questions.
j'ai du mal à m'en sortir parce qu'on me dit d'aller taper à cette porte, puis finalement c'est l'autre porte, etc. Donc j'ai l'impression de perdre mon temps. Là, l'idée, c'est de dire non, mais nous, justement, certes, on est un territoire à taille humaine, et notre qualité, c'est qu'on peut vous accompagner tout au long du processus. L'accompagnement qui a été proposé par le MIN via ses administrateurs auprès des entreprises qui étaient face à des difficultés, en leur disant nous, on va prendre en charge 2 voire 3 mois de gratuité de vos loyers, et oui, on peut considérer que c'est peut-être Epsilon, sauf que c'est ce qui a permis à ce que la plupart des entreprises du MIN arrivent à passer ce cap de finalement une crise économique. Et après, pour aller encore au-delà, Innovalliance, moi quand je rencontre Monsieur Faure qui me parle de son projet d'incubateur qui va voir le jour sur les terrains de l'INRAE, en proximité directe de l'INRAE, qui me dit vous voyez Madame le maire, mais le problème qu'on a, c'est une fois que ces créateurs ils auront testé leur projet et qu'ils seront passés du phase de la recherche à la phase de produit éventuel, il faudra qu'ils aient et qu'ils trouvent de quoi poser leur valise pour créer leur entreprise à proprement parler et créer leur activité. C'est là où je lui dis mais il y a des choses à faire avec le MIN, voilà, parce que nous on souhaite aussi le MIN le spécialiser dans tout ce qui est transformation des produits issus de la nature ou issus de l'agroalimentaire, donc ça se matche complètement avec ce que vous portez à travers la naturalité, et donc et en plus le MIN et Agroparc, on est tout à côté, quoi, c'est le même territoire. C'est le rôle du maire ou de la municipalité, donc de servir de lieu de connexion à tous ces enjeux et tous ces rendez-vous qui parfois ont pu être ratés dans le passé et qui aujourd'hui on ne peut pas se permettre de louper entre les différents acteurs du territoire, où souvent c'est parfois un peu compliqué en fonction des administrations qu'on peut avoir en face de soi. Donc le maire a une vraie, vous avez dit, facilitateur. Il faut avoir de la volonté pour y arriver parfois. Le maire, je pense qu'il faut qu'il soit aussi en partage de motivation. Ça, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire, vous voyez, moi je pense que ce qui transparaît dans mon action, en tout cas j'espère, c'est que je crois en mon territoire, je crois en ma ville, et je crois aux hommes et aux femmes qui ont décidé d'y vivre, de s'y investir et de porter du projet. Et cette conviction-là, dans mes rencontres, je le redis, je rencontre plein de gens qui ont cette même motivation. Et donc après, il suffit juste de mettre en lien ces deux motivations, que chacun retrousse ses manches, et puis et j'en suis sûre. Et pour moi, on le voit, notre territoire continue là aussi d'être créateur d'entreprises, d'être créateur de commerce. Il y a plein de secteurs aussi dont on parle peut-être un peu moins, mais sur lesquels nous, on est aussi mobilisés. Je pense au secteur de l'économie sociale et solidaire, voilà, qui est une autre manière aussi de créer à la fois de l'activité et de créer de l'emploi. Parce qu'après, je ne suis pas là à ignorer les difficultés d'emploi qui se posent aussi au sein de notre territoire. Voilà, il y en a à l'échelle France, mais il y en a peut-être encore plus, on le sait, à l'échelle vauclusienne et à l'échelle d'Avignon, parce que ça aussi c'est une réalité. Mais c'est là où moi je me dis, y compris par exemple moi qui préside le MIN, je pense que le MIN il n'est pas encore en plein sur ces enjeux de l'emploi. Ça regroupe déjà plus de 1300 emplois, le MIN, mais au vu de là où il est situé, il est quand même en proximité directe de quartiers populaires d'Avignon, quartiers politiques de la ville, dont on sait que là, il y a une jeunesse, et pas qu'une jeunesse, qui a des vraies difficultés d'accès à l'emploi. Je pense qu'on a sûrement des passerelles. Alors je sais qu'il y en a qui le sont, la mission locale sont déjà sur ces enjeux-là, Pôle emploi, mais peut-être qu'on doit aller encore plus loin, et notamment parce qu'on est dans cette connaissance mutuelle entre nous. Je pense que ça doit nous permettre aussi d'être encore peut-être plus performants sur ce volet de l'emploi et du chômage qui, même si c'est pas, on va dire, une compétence pour le coup directe de la ville, je pense qu'on a notre part à assumer aussi de ce point de vue-là. Alors, l'économie sociale et solidaire, ça pourrait être le sujet des prochains vœux 2023. Voilà. Et si j'ai bien compris, donc retroussons-nous les manches. Voilà. C'est ça, exactement. Merci. Merci. Et bonne année 2022 à tous.